Carré VIP, bonjour, Carré VIP ou Carré VIP, vous prononcez comme vous voulez. C'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau humain disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Alors elles sont importantes pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville ou au-delà, et elles viennent bavarder avec nous au Carré VIP. Notre VIP aujourd'hui, c'est Maya Mémin. Elle est artiste, les Rennais la connaissent comme telle. Elle a aussi été professeure et elle a partagé son temps entre les deux. Elle a invité Marie-Christine Ségalin, qui est psychanalyste et psychologue, et Pascal Breton, cinéaste. Maya, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir ici. Bon, je vous croise souvent dans les expositions, dans les musées, au spectacle et dans le quartier, parce qu'en fait, on est un peu voisines aussi. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu votre vie, où elle a commencé, en résumé. Vous avez un petit accent chantant. Je vais tout dire. Pour faire court, on écrit toujours « vie et travail à Rennes ». Pour faire long, je suis née dans le sud-ouest, à Bergerac précisément. Puis je suis venue à Rennes, aux Beaux-Arts de Rennes, parce qu'aux Beaux-Arts de Rennes, il y avait en 61 deux formations, une pour les artistes et une qui conduisait au professorat. D'accord. C'était pas encore à Villejean, la formation, art plastique. Ouais. Donc, j'ai atterri comme ça aux Beaux-Arts avec l'idée que je pouvais peut-être profiter des deux formations, des deux directions. l'enseignement et l'apprentissage. Ouais. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est de 61 à 64. En 64, j'ai rencontré mon mari. En 65, on est parti coopérant au Cambodge. Ah, intéressant. Pendant 5 années. Ça, c'est les plus beaux, peut-être la plus belle expérience, oui, je veux bien croire. Qu'on ait pu avoir, de tomber dans l'Asie, dans une autre culture, une autre grande culture, avec les Khmers qui sont un peuple adorable. Enfin, oui, on a l'impression d'avoir tout appris. D'accord. Et puis on est rentré à Rennes. Avec nos économies, on s'est mis 1 année en congé pour se recycler. Moi, je suis retournée aux Beaux-Arts. Parce que c'est vrai, être pendant 5 ans dans un milieu de bouddhisme, oui, il y a une réadaptation un peu nécessaire, un peu à faire. Puis on avait 2 enfants entre-temps. Donc on s'est recyclé pendant 1 année, puis j'ai passé ce qui me restait pour être professeur, et j'ai été professeur à Zola pendant 20 ans. Et je sais que vous avez marqué pas mal de... j'ai adoré mes élèves, mais j'avais la chance d'avoir des lycéens, oui, c'est et vrai. Je pense votre rôle a été prépondérant pour beaucoup d'artistes qu'on connaît maintenant. Oh, ça, je sais pas, mais... Si, je le sais, moi. Quand on est enseignant, on a toujours l'impression de ramer à contre-courant, qu'il y a que la moitié qui passe, ou parfois c'est chez les élèves rebelles que ça passe encore mieux. On sème la graine, mais on ne sait pas comment elle va se développer. Voilà. Mais ça m'a passionnée. Je suis toujours en contact avec, peut-être, plus de 10 en tout cas, élèves qui est ancien élève, oui, c'est vrai. Il y a des prolongements familiaux comme ça. Votre travail maintenant, c'est vous n'enseignez plus, non. Vous travaillez pour vous, enfin vous avez une production qui est surtout de la gravure. Voilà. Essentiellement. C'est-à-dire, je travaille dans la pensée de la peinture, mais pas avec un pinceau, pas avec la matière. J'imprime. Je viens de la gravure. Donc, j'ai ma presse à gravure et tout passe par ma presse à gravure. C'est-à-dire, oui, j'imprime.
comment il s'appelle, oui, Pincemin, disait de la peinture que c'est un art de matière. On voit les coups de pinceau, on voit, oui, la matière, alors que quand on imprime, on va chercher quelque chose dans la trame du papier. Ouais. Et c'est toujours ce que j'ai retenu. Pour moi, la matière était trop forte, trop exhibitionniste, je sais pas, oui. Et le fait d'aller dans la profondeur du papier, de la couleur qu'on superpose, ça me passionne. Alors, donc cette passion vous a amené à croiser beaucoup de gens, et notamment, je pensais à quelqu'un qui a eu une galerie à Rennes, qui en a une maintenant à Saint-Malo. C'est Michel et Christine. Et Christine, donc, qui est votre invitée, puisque dans le principe de cette émission, c'est de faire une déclaration. Ma déclaration. Alors, votre déclaration d'amour, Maya, vous la faites à Christine Ségalin. Oui. Qui est avec nous en studio. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, vous, grande amateur d'art, mais professionnellement, vous êtes psychologue, psychanalyste. Alors, je suis très touchée d'être invitée ici. Et c'est à moi de faire une déclaration plutôt à Maya. Oui, vraiment, bien. Parce que c'est une femme que j'admire beaucoup. Que j'ai rencontrée évidemment grâce à la galerie de mon mari, Michel Ségalin, qui organise régulièrement bien sûr des expositions, des installations avec des artistes femmes. Et je dirais que Maya est une de ces artistes, puisqu'il y a aussi beaucoup de femmes artistes dans cette galerie, Catherine Denis, Dominique Hézard, Cathy Diascorne, Isabelle Dubrul, Isabelle Boucher. Vous voyez, il travaille beaucoup avec des femmes, finalement, mon mari, je me suis aperçue de ça. On l'invitera un jour au Carré VIP. Voilà. De temps en temps, on invitera des hommes. Et Maya, c'est une femme de lien. C'est elle qui fait des liens avec beaucoup de gens, c'est une femme d'ouverture et c'est vrai que ça a créé beaucoup de liens, on a fait beaucoup de projets aussi ensemble autour de l'association Ombre et Lumière puisque Maya était une des premières aussi à faire le bulletin Césure qui est avec un artiste et puis des écrivains ou des poètes et donc Maya a fait le Césure numéro 3 qui est quand même quelque chose qu'on a partagé avec Jacques Josse à ce moment-là. Voilà. Ma première exposition, c'est le jour où le Parlement de Bretagne brûlait. Ah oui, en 94. Tout à fait. D'accord. C'était le premier vernissage, mon premier vernissage à la galerie. Ouais. Christine, je crois que vous êtes aussi impliquée dans d'autres domaines artistiques. Vous passionnez pour le cinéma. Aussi, oui. Et oui. vous organisez quelque... Alors c'est vrai qu'actuellement, maintenant, comme je suis psychanalyste, membre de l'association Cause Freudienne, on organise actuellement à Saint-Malo des rencontres autour d'un film. Voilà, donc on a l'occasion avec le public de faire des débats après les films pour essayer... Parce que je voudrais dire que vous savez, Lacan, qui était le psychanalyste pour nous de référence, disait, lors d'un hommage à Marguerite Duras, disait « L'artiste toujours précède le psychanalyste ». Donc c'est une formule que nous avons, l'idée que des artistes ouvrent des voies nouvelles et nous font entendre, découvrir, souvent à l'avance, des choses que la société ensuite devra effectivement... j'ai envie de dire prendre à sa charge, et je crois que ces femmes artistes, elles ont aussi ce rôle-là. Maya, avec sa couleur, nous donne des leçons de vie. Je trouve que c'est très important. C'est joli, merci beaucoup. Maya, vous nous avez préparé aussi une belle programmation musicale où les femmes ont une place importante. Je vous propose d'écouter tout de suite Valentin. Valentin ne dit rien à la Saint-Valentin. Valentin ne sait plus bien comment il s'y prenait avant. Valentin se souvient que son cœur s'est éteint. Alors Valentin
va lentement, et long est son chemin. Mais ouvre les yeux, Valentin, ouvre même les mains, pose-les sur mes seins. Valentin, je suis là, tout près de toi. Valentin, Valentin n'ose plus faire des alexandrins. Valentin a perdu son instinct qui lui allait si bien. Valentin ne baisse pas les bras, son tour reviendra. Valentin, Valentin est certain de n'y être pour rien. Mais ouvre les yeux, Valentin, ouvre même les mains, pose-les sur mes seins. Valentin, je suis là, tout près de toi. Valentin, Valentin ne fait rien à la Saint-Valentin. Valentin ne sait plus depuis quand il n'est plus un amant. Valentin, Valentin se souvient que son cœur s'est éteint. Alors Valentin ne croit plus au destin, il ne croit plus en rien. Mais ouvre les yeux, Valentin, ouvre même les mains, pose-les sur mes seins. Valentin, je suis là, tout près de toi. Très très jolie voix qui chantait Valentin, et ce n'est pas parce que c'était la Saint-Valentin dimanche dernier, c'est parce que je crois que vous avez une relation particulière à la chanteuse Marie qui se la joue. C'est ma belle-fille. Oui, tout à fait. Donc une chanteuse qu'on aime beaucoup à Rennes, dont on attend encore un disque bientôt, je crois. Ben, à suivre, on la recevra sans doute dans le carré VIP un de ces jours. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie parce que Maya a encore une sélection. C'est cette fois la personne à qui elle a envie qui fait l'objet de son coup de cœur, c'est Pascal Breton. Et Pascal Breton est en ligne avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, bonjour Maya. Bonjour. Bonjour Pascal. Je suis là. Voilà, alors Pascal, vous êtes cinéaste, vous avez un parcours très très riche. Vous êtes né à Morlaix, vous avez travaillé, vous avez fait du journalisme, de la radio, et vous avez fait plusieurs courts-métrages, des moyens-métrages. Et là, votre deuxième long-métrage est sur le point de sortir. Il a été présenté la semaine dernière, je crois, dans le cadre de Travelling, suite armoricaine. D'ailleurs, ça a été l'occasion pour moi de voir que Maya y faisait de la figuration. Mais oui, Maya est dans mon film. Et je voulais dire quelque chose, c'est l'occasion pour moi, votre émission, de le dire, c'est qu'en fait, la première peintre, ou le premier peintre, puisqu'il n'y a pas de neutre en français, que j'ai connu de ma vie, c'était Maya. Puisque Maya était une amie de toujours de mes parents, et que j'ai toujours connu Maya, et j'étais très impressionnée de connaître quelqu'un qui était peintre. Et voilà, et là j'ai fait un film qui parle de peinture, entre autres, et donc c'était un plaisir pour moi de l'inviter à figurer dans ce colloque où elle joue une spectatrice. Ouais. Alors ce film, Suite armoricaine, c'est la rencontre, enfin, on suit deux parcours. Il y a une femme qui est magnifique, Françoise, qui revient à Rennes où elle a été étudiante, et elle revient y enseigner. Et il y a un jeune homme, Ion, qui lui arrive, qui est un rebelle, et en fait il y a un lien entre eux, on va le découvrir bien sûr au cours du film. Et donc l'art a une part très importante dans ce film. Il y a plusieurs, c'est entièrement, oui, important de le préciser, c'est quasiment, enfin c'est beaucoup tourné à Rennes. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans votre vision de Rennes, c'est que c'est pas la Rennes qu'on voit tout le temps avec la place du Parlement, la mairie, tout ça. C'est vraiment des quartiers, les quartiers de vie, Villejean qui est très bien filmé, le Bourg-l'Évêque. Et puis souvent votre héroïne va au musée. C'est là qu'elle croise d'ailleurs Ion. Oui, en fait, la peinture apparaît de façon
comment dire, avec des projections, comme on voit les tableaux maintenant souvent sur Internet, reproduits. Ouais. Et puis finalement, c'est seulement au bout de 2/3 du film qu'on voit des tableaux en vrai. Elle va au musée et là on les a filmés de très près pour qu'on sente la matière de la peinture, puisqu'il s'agit surtout de ce tableau du XVIIe siècle qui est l'époque qui l'intéresse. Ouais. Et là on va au musée des Beaux-Arts. Et effectivement, sur Rennes, ce que j'ai voulu, c'est installer le film dans le quartier de Villejean et traiter le centre-ville presque comme un prolongement de Villejean, comme c'est sans doute vécu par beaucoup de gens qui grandissent maintenant dans la banlieue. Et par les qui milliers vivent dans d'étudiants la aussi, banlieue. ouais. Et le centre est un endroit où on va, c'est pas celui d'où on part. Ouais. Voilà, j'ai inversé la ville comme ça. Alors, Françoise va quitter Rennes et repartir sur les traces de son enfance qui se déroule dans le Finistère. C'est auprès des Monts d'Arrée. Hein, la petite commune, j'ai oublié le nom, c'est Trégarvan, c'est ça? Oui, en fait c'est au début de la presqu'île de Crozon. C'est ça. C'est très proche en fait de l'endroit où j'ai grandi chez mes grands-parents. Donc on a tourné à Trégarvan, Dinéol, un peu dans Aspézette. Aussi pour certains décors, on a voulu reconstituer un paysage imaginaire en se servant de différents lieux qui sont entre la presqu'île de Crozon et les montagnes noires. Alors, suite armoricaine, pourquoi? Il y a une référence à la musique, mais il y a peut-être aussi, je pense, le lien entre les générations. Alors oui, c'est vrai que j'ai évidemment pensé, pas immédiatement d'ailleurs, c'est ça qui est curieux, au titre d'Alain Stivell, qui est suite sud-armoricaine, ouais, qui est une chanson traditionnelle, et puis, mais en fait j'étais à la recherche d'un terme musical et ça m'est venu comme ça parce que effectivement le terme de la suite qui consiste en une série de morceaux avec des tempi différents pendant lesquels les musiciens ne réaccordent pas, donc ça permet de danser sans fin. Ouais. Ce terme de suite convenait bien pour le film. Et bien sûr, l'arrière-plan, c'est la transmission. Ouais. Ce qui se passe après, l'idée que les choses finissent mais ne finissent pas, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui vient. Donc, elles réapparaissent sous une autre forme. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur du film d'ailleurs. Les thèmes sont visités et revisités de manière différente, de façon un peu hypnotique, en fait, un peu chamanique, si on peut dire. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, voilà. Au bout du compte, on peut le prendre comme chamanique, oui. Exact. Mais votre film a été présenté au Festival de Locarno, je crois, l'année dernière. Oui. Et là, il sort en France bientôt, mars. Alors, il sort le 2 mars en Bretagne, dans beaucoup de villes de Bretagne, évidemment à Rennes, et puis dans beaucoup d'autres villes. Et il sortira le 9 mars dans le reste de la France. Et il restera toujours en Bretagne, évidemment, donc la sortie dite nationale, c'est le 9 mars, mais on a une sortie anticipée en Bretagne parce que on a pensé que le public serait content de découvrir en avance le film. Voilà, et bien sûr, particulièrement les Rennais, ouais, bien sûr, qui m'ont fait un si bel accueil la semaine dans dernière. D'accord. Ouais, c'était vraiment, la salle était comble. Bon, bah tant mieux. Maya, oui. Mais c'est aussi une suite au premier film. Ah oui. Suite armoricaine. Ah oui, parce que je n'ai pas vu le premier, Illumination. Ah oui, on voit un lien. Ah oui. Et ce que j'avais à dire, moi, ce que j'ai adoré, c'est comment les personnages sont traités de la même manière que les peintures du musée. Ouais. Et puis les paysages aussi, comme les poussins du musée, et participent de la reconstruction des deux personnages. Qui évoluent, bon, c'est des personnages, est-ce que tu es d'accord, Pascal, qui se reconstruisent, qui sont à un moment où ils changent de peau. Oui, les deux sont dans des phases de métamorphose. Effectivement, sont même des mues en quelque sorte. Oui. Et ça suit les saisons. Mais ils ne se reconstruisent pas tout seuls. Et ça se passe dans la relation à autrui et à des représentations du monde et à l'art. Voilà. Et l'art, effectivement, est perçu comme aussi un moyen de... Ça, j'ai adoré. De se guérir, enfin de se recréer, soi-même. Quoi. Merci beaucoup Pascal de cet entretien, et comme à sa suite, je vous propose d'écouter une partie de la bande originale du film qui a été composée par Éric Duchamp. Oui, en effet, oui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vous en prie. Au revoir Pascal. Bisous Maya. Au revoir Pascal. Bisous. Bisous.
donc composé par Éric Duchamp et mixé par Miguel Constantino, accompagne ce film que vous avez vu, bien sûr, puisque vous y avez participé aussi, Maya. Par une extrême gentillesse, oui, elle a voulu absolument que je sois un tout petit moment dans son film. Donc je suis comme dans l'amphi qui assiste à un cours d'histoire de l'art, passionnant d'ailleurs, c'est vrai. sur les bergers d'Arcadie. Et quoi, un peu comme Hitchcock qui se filmait là, il y avait dans tous ses films. Voilà, c'est un témoignage, oui, que j'adore. Et cette musique illustre donc le thème de l'inspiration, en fait. Hein, on le voit dans le prologue et puis dans les visites au musée. De reconstruction, presque de méditation. Oui, c'est des moments importants. Et ça s'accommode assez bien de ce que disait Pascal Breton tout à l'heure, le côté un peu chamanique du film, oui. le lien avec quelque chose de très profond dans l'histoire de l'humanité, de notre corps. Hein. Qui peut venir de la nature, du paysage, des sources bretonnes. Ça, c'est magnifique dans son film. Rubrique suivante. Aïe! Alors, c'est le moment pour Maya de pousser un coup de gueule. Maya, qu'est-ce qui vous énerve dans le monde, dans la société, autour de vous? Alors, ce qui m'énerve, c'est en gros, c'est ce qui isole un individu ou qui le marque dans sa différence, tous les réflexes d'intolérance, d'isoler l'handicap. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la violence, la différence, l'handicap et la bêtise. Oui, c'est vrai que c'est vraiment profondément énervant. C'est un peu triste de couper la parole à Maria Callas, et quelle belle voix extraordinaire. Pourquoi vous l'avez choisie, Maya? Parce que ça me fait pleurer. Oui, ceux qui n'ont pas l'image, effectivement, j'ai eu le geste. Maya qui essuyait quelques larmes. Vous l'écoutez en travaillant? Oh non, je peux pas, c'est trop fort. C'est trop prenant, oui. Oui. D'accord. Okay. Mais
Oui, pour travailler, j'écoute beaucoup la radio. La radio, même si j'écoute pas, c'est un espèce de raccord au monde. D'accord. Ouais. Mais bon, puis on dit des choses bien à la radio. Maya, est-ce que vous pourriez nous donner votre secret pour rester toujours aussi pétillante, aussi en forme? Du tai chi. Ah, très bien, très très bien. Le tai chi, ça c'est l'art de la respiration et de la... Marie-Christine aussi, vous avez un secret, vous? Alors moi, je n'ai pas de secret particulièrement, mais en tout cas, ce que je veux dire dans la rencontre avec Maya, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle nous transmet. Et particulièrement sur les rencontres, les belles rencontres qu'elle produit. Lors des 20 ans de la Galerie Ombre et Lumière, on avait organisé des spectacles et Maya a monté un spectacle avec... 2 danseuses et un musicien, François Coquet. Parmi les 2 danseuses, Claire et Marie. Marie, c'est notre fille. D'accord. Et Marie, maintenant, a monté un spectacle ensuite pour enfants à partir des travaux de Maya. Ils ont construit un cube et ils ont monté un spectacle pour enfants maintenant qui est... 3 cubes. 3 petits cubes. 3 petits cubes et puis s'en vont, ça s'appelle le spectacle. Oui, effectivement, il faut dire les mots. Et donc, ce spectacle maintenant rebondit, a beaucoup de succès à Toulouse. Et ensuite, maintenant, notre fille pense le monter aussi dans la région. Et c'est quelque chose qui, comme ça, circule et se transmet à partir aussi de la rencontre avec Maya. Merci, vous nous tiendrez au courant, bien sûr. C'est vrai que ce qui me passionne dans la vie, c'est de créer du lien, toujours. Ça se sent, ça se voit. Ouais. Et que ce soit avec Pascal ou Marie, voilà, c'est vrai que c'est formidable. C'est ça qui rend la vie plus intéressante que l'art. Merci beaucoup Maya d'être venue nous communiquer toute cette belle pensée là. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et merci aussi à Marie-Christine sur cette musique. C'est la fin de ce carré VIP. Avant de terminer, je voulais saluer la couverture d'un magazine, du magazine Bikini. Le numéro de janvier, février, mars fait une couverture assez provocante et assez remarquable de 2 vieilles personnes qui s'embrassent nues. Je trouve ça absolument magnifique. Bon, l'intérieur n'est pas tout à fait en lien avec la couverture, mais je vous incite quand même à le lire, à lire un article qui s'intitule « On n'est que des cobayes », qui donne des tas de tuyaux. C'est très informatif et c'est intéressant pour se faire un petit peu d'argent, pas forcément besoin de travailler... en tout cas, vous pouvez mettre un peu de beurre dans les épinards en faisant des tests alimentaires, pharmaceutiques. Bon, évidemment, on pense tous à l'horrible histoire de Biotrial. Bon, il y a des laboratoires qui vous indemnisent pour jouer les cobayes. On se retrouve dans le carré VIP ce soir sur RCF à 20h et à partir de demain sur le site web unidiver.fr. Et la semaine prochaine, le carré VIP accueille Françoise Alain-Cognier. Bonne semaine à tous et à toutes.